Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Héloïse et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont la philosophie peut éclairer le débat autour de l'intelligence artificielle. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à vouloir faire une thèse de philosophie sur l'IA? Bonjour et merci de me recevoir. Alors, je suis doctorante en philosophie donc à AMU, Aix-Marseille Université. Là, actuellement, je suis en cinquième et dernière année de thèse. Après ça, j'avais fait un master 1 d'épistémologie, d'histoire des sciences et des techniques à Nantes, un master 2 de philosophie avec un mémoire qui portait déjà sur l'IA. Et où je m'intéressais en fait notamment à la question de l'attribution de caractéristiques psychologiques à des machines. La question qui guidait mon propos, c'était est-ce que ces attributions, elles ont un sens? Est-ce qu'elles pourraient avoir un sens? Et, et donc j'ai déposé un projet de thèse qui allait un petit peu dans la continuité de ce premier petit état de l'art. Et, et donc voilà, moi je travaille sur l'intelligence artificielle. Évidemment, ma thèse elle est un peu secouée par l'arrivée là, en trombe de l'IA générative là, ces dernières années, qui a un peu plonger la discipline dans ce qu'on appelle un nouveau printemps de l'IA. C'est un peu la rengaine des historiens, des commentateurs de dire que l'IA en fait alterne entre des moments de printemps où il y a plein d'espoir, tout est fleurissant, les investisseurs, les journalistes, etc. sont très portés par le projet, et des moments en fait où, de désillusion, donc là on appelle les hivers, où au contraire les gens mettent un peu de distance, tout est calme en fait en IA. Donc là on est dans un printemps. C'est-à-dire que il y a des nouvelles promesses, on entend beaucoup de choses sur l'IA, et la question c'est de se demander, d'accord, est-ce que ces nouvelles promesses elles sont différentes de celles des printemps précédents? Est-ce que en fait nos réalisations font que les objections des philosophes passés, parce qu'il y en a eu en fait des objections importantes et qui ont été parfois été un peu oubliées. Est-ce que les nouveaux développements technologiques annulent ces objections? Est-ce qu'au contraire en fait on retrouve des confusions un peu similaires? Et donc moi dans mon travail de thèse, c'est plutôt je pense plutôt pour dire que il y a des confusions qui demeurent malgré les changements techniques et technologiques, et en fait on peut encore lire le travail de philosophes comme en France Vincent Descombes, Jacques Prouvresse, en Angleterre Peter Stuttgart. On peut encore lire ces travaux, et peuvent encore nous être utiles pour faire le point sur ce que peut vraiment faire l'IA, éclairer peut-être des doctrines, des théories. Est-ce que tu pourrais déjà poser un peu une définition de ce qu'est la philosophie et en quoi, selon toi, ça offre une grille de lecture pertinente pour questionner le développement de l'IA, et peut-être faire le parallèle ou le lien avec l'éthique et en quoi on peut différencier l'éthique de la philosophie? Ouais, alors c'est une question qui est un peu monumentale pour commencer. Clairement, c'est pas évident en fait. La philosophie, c'est une discipline qui est notoirement controversée dans ses objets, elle est controversée dans ses questions, dans ses méthodes, dans ses fins. Je pense pertinent, c'est de dire que la philosophie, c'est pas une science, ou alors c'est pas une science comme les autres. Pourquoi c'est pas une science? Parce que la philosophie, c'est pas clair que la philosophie puisse donner lieu à des connaissances. Contrairement, par exemple, à la biologie, chimie, généralement les disciplines empiriques. Donc, la philosophie n'est pas une discipline empirique, et c'est pas une discipline cognitive. Elle vise pas à augmenter le stock de connaissances. Alors, dans son enfance, la philosophie, elle cherchait littéralement la sagesse, la tarte à la crème des professeurs de philo, de dire que, en grec, philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est plutôt une façon d'être, disons, façon d'appréhender les choses, le monde. Donc il y a cette distinction-là qui est importante. Après, aujourd'hui, les philosophes se revendiquent peut-être pas autant en fait de la recherche de la sagesse, peut-être à tort. Il y a beaucoup de philosophes qui vont dire que leur travail relève de ce qu'on appelle l'ingénierie conceptuelle. C'est un terme qui peut être peut-être un peu étrange quand on l'entend pour la première fois. Donc c'est un peu une analogie avec l'ingénieur tout court. L'ingénieur tout court, il va chercher en fait à résoudre des problèmes concrets en utilisant des ressources issues de l'ingénierie, des lasers, des matériaux, et donc sur la base même en fait de théories, de résultats, de sciences empiriques, et de façon quelque peu similaire, enfin, différente. L'ingénieur conceptuel, le philosophe, lui, va chercher en fait à résoudre des problèmes qui sont non pas concrets mais abstraits, et en utilisant une caisse à outils
qui en fait contiendra des concepts. Les outils du philosophe, ce sont les concepts. La philosophie finalement a des habitudes de pensée, des habitudes d'analyse qui vont permettre d'appréhender, de questionner des sujets en fait qui peuvent être n'importe quel sujet. Et la philosophie, c'est l'enquête qui peut porter sur tout ce qu'on veut, ce qui fait un peu parfois avoir la recette au philosophe. En tout cas, voilà, il y a cette idée que la philosophie touche à tout et que la philosophie ne vise pas la connaissance, mais peut-être qu'elle vise vers la compréhension. Quand on essaye d'éclairer les choses à l'aide de concepts, en fait, on essaie de dire, d'accord, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire quand on dit cette chose, qu'est-ce que ça signifie, en fait. Question un peu centrale de la philosophie. Et donc, on essaie de gagner en clarté, de gagner en compréhension. Et là, on retrouve peut-être cet idéal de sagesse qu'on mentionnait avant. Dire, bah, en fait, quand on analyse des thèmes, des questions, des affirmations, là, en fait, on se permet de réfléchir à ces questions, de mieux les comprendre et donc de pas dire n'importe quoi, d'avoir des attentes qui sont pas démesurées, qui sont pas déplacées. Peut-être on est plus sage vis-à-vis de ces questions. Et il y a une grande part en réalité du travail philosophique qui consiste à questionner les questions. Ça, c'est quelque chose peut-être qui paraît un peu étonnant, mais c'est-à-dire que voilà, on distingue en fait plusieurs types de questions et peut-être là pour l'IA, c'est pertinent. On sera d'accord pour dire qu'il y a il faut distinguer par exemple une question dont très facilement ce que pourrait être une réponse. Si je demande, est-ce qu'un être humain peut respirer sous l'eau? La réponse, on sait quelle forme elle peut prendre, oui ou non. On sait en fait qui pourrait nous donner la réponse. On va demander au physiologue, on va demander au biologiste. Là, ce sont des questions généralement empiriques, ce genre de questions. Et de la même façon, si je demande, est-ce que tel ou tel ordinateur peut effectuer 3 milliards d'opérations par seconde, on sait quelle va être la forme de la réponse, on sait à qui on va demander à l'ingénieur, à l'informaticien. Donc, premier type de questions qui sont des questions empiriques, des questions en fait claires. Il y a un autre type de questions qui sont des questions qui sont plus ouvertes, plus délicates, donc il n'est peut-être pas évident, ou moins évident, de savoir quelle forme, quelle allure pourrait prendre une réponse qui serait appropriée. Et là, par exemple, moi, pour ce qui m'intéresse, la question de savoir ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que la pensée, ce sont des questions dont il n'est pas évident de savoir s'il y a déjà un ou une spécialiste qui peut nous apporter une réponse définitive, à qui est-ce qu'on demande, et en fait, quelle forme de réponse est-ce qu'on attend. Si je demande qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que la pensée, et que tu sors un livre, tu montres les pages, tu montres les lignes, tu me dis voilà, c'est ça l'intelligence, c'est ça la pensée. Est-ce que je suis satisfaite de cette réponse? Est-ce que c'était la forme de la réponse que j'attendais? Donc là, il y a une difficulté même. En fait, il y a un débat sur la question même sur quel est le type de réponse qu'on pourra attendre. Et donc là, en fait, il y a le philosophe qui peut arriver. Il y a ce qu'on appelle une élucidation à faire des concepts mentionnés, mobilisés dans les questions. Donc, le concept d'intelligence, le concept de pensée pour les questions que je mentionnais. On va essayer de cartographier, par exemple, les différents sens des expressions. On va dire, qu'est-ce que c'est que être intelligent? Qu'est-ce que c'est que, comment on utilise l'adjectif intelligent, l'adverbe intelligemment, tout ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'est de voir nos usages qui sont révélateurs, en fait, de notre pensée, ouais, ce qu'on veut dire, en fait, de ce qu'on peut dire et de ce qui a du sens ou pas. Donc là, le philosophe a son mot à dire. Et il y a en fait encore un dernier type de questions. Et là, c'est vraiment le type de questions qui va moi m'intéresser. Ce sont des questions qui, en fait, peuvent avoir l'air d'avoir du sens, mais en fait, sont absurdes. C'est des questions qui sont dénuées de sens. Si je demande, est-ce que le nombre 3 peut s'ouvrir? Est-ce que ma fenêtre peut avoir froid? Est-ce que nappe peut penser à la table qu'elle recouvre? Est-ce qu'une machine peut penser? Voilà, tout ça, en fait, ce sont des questions où, en fait, parce qu'on n'est pas sûr qu'elles aient du sens. Il y a toute une tradition philosophique à laquelle moi je s'inscris, qui s'attarde sur cette délimitation du sens et du non-sens. Donc là, pour les questions que je viens de poser, par exemple, est-ce que le nombre 3 peut s'ouvrir? C'est évident, en fait, que qu'il y a un problème dans cette question. C'est-à-dire qu'en fait, on sait même pas comment on pourrait répondre parce que on sait pas comment prendre la question. Il y a pas de réponse qui nous satisfait. Si on dit, oui, le nombre 3 peut sourire ou non, peut pas sourire, on est là, non, ça ne va pas, ça, comme réponse, parce qu'en fait, l'un dans l'autre, l'un comme l'autre, c'est, voilà, ça ne nous éclaire pas, on reste confus.
Et en réalité, donc voilà, ce sont des questions là qui sont inintelligibles, qui contiennent des non-sens. Et là, dans les exemples un peu jouets là, que je prenais à l'instant, évidemment, en fait, le non-sens, il est complètement patent, d'accord, il est visible, il y a pas de doute. Mais il y a des questions où le non-sens est latent, où là, en fait, c'est, les hommes doivent faire remonter le non-sens à la surface pour le rendre évident. C'est de dire, bah non, mais arrêtez, en fait, de chercher la réponse à cette question. C'est pas un mystère, en fait. Si vous ne trouvez pas la réponse, c'est qu'en fait, la question n'a pas de sens. Mais là, il faut le prouver. Et typiquement, là, pour les questions, par exemple, de la pensée de la machine, de l'intelligence des machines, du coup, en effet, là, on n'en est plus sur des questions d'ingénierie, comme la question de savoir si mon ordinateur peut effectuer 3 milliards d'opérations par seconde. On est vraiment sur des questions philosophiques qui demandent qu'on étudie ce que ça veut dire qu'être intelligent, ce que ça veut dire penser, et quelles sont les conditions d'application, les conditions d'intelligibilité, les conditions de sens qui sont liées à ces concepts. Est-ce qu'en fait, ces concepts permettent qu'on les applique à des artefacts? Est-ce que à des nombres, à des tables, tout ce qu'on veut? Voilà, il y a ces questions proprement philosophiques sur le non-sens qui m'intéressent. Et après, bien sûr, il y a tout l'aspect que tu mentionnais dans la question, justement, d'éthique. Et donc là, l'éthique, en fait, qui, euh, qui, qui est plutôt une branche, disons, donc, pratique de la philosophie, où on retrouve cette idée de traditionnelle de recherche de la sagesse. C'est-à-dire que l'éthique, là, va se concentrer sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, essayer de nous éclairer sur comment agir. Voilà. Comment mieux vivre sa vie, ce genre de questions. Et donc, pour en rapport avec l'IA, cette question de l'éthique prend donc la forme de ce qu'on appelle l'éthique de l'IA, qui est un sous-genre, disons, de l'éthique de la technologie, qui donc, sont deux domaines de l'éthique qu'on appelle appliquée, c'est-à-dire que c'est des considérations morales en rapport avec l'IA ou en rapport avec la technologie en général, et qui sont appliquées dans la mesure où l'éthique de l'IA n'est pas une discipline qui est purement a priori, contrairement à certaines réflexions que je présentais à l'instant. Mais en fait, l'éthique de l'IA part de réalisations actuelles. Et elle peut avoir aussi une dimension prospective sur le modèle du qu'est-ce qu'on fera quand on aura telle technologie à notre disposition. Donc là, on peut avoir des, avoir des questions d'éthique traditionnelles qui sont appliquées en fait à la technologie, ou des nouvelles questions. On va prendre quelques exemples peut-être de questions d'éthique de l'IA. En fait, on va se demander est-ce que les technologies, les nouvelles technologies vont affecter la façon dont on se perçoit, dont on perçoit le monde, dont on interagit avec les autres êtres humains? Est-ce que ça change en fait notre vie pour le mieux ou pour le pire? Est-ce que ça permet en fait de nous aider à cultiver nos vertus? Est-ce qu'au contraire, en fait, on est plus vicieux quand on utilise ces technologies? Est-ce qu'on a des devoirs, en fait? Est-ce qu'il y a des conséquences qui sont liées à nos actions quand on utilise les technologies? Quels sont, quels sont ces devoirs? Quelles sont ces conséquences morales, etc. Et tous ces aspects, en fait, là, d'éthique, qui sont qui peuvent être très concrets, en fait. Est-ce que le fait de parler d'éthique de l'IA, c'est pas déjà, enfin, dans la définition que tu posais, où l'éthique, c'est une façon d'agir de manière juste. Alors, je retraduis avec mes mots, mais en tout cas, de trouver une sorte de guide dans la façon dont on agit et de se questionner sur ses actions. Est-ce que le fait de parler d'éthique de l'IA, c'est pas déjà présupposer que l'IA serait consciente ou capable de réflexivité, alors même que finalement, quand on parle d'éthique de l'IA, c'est plus les personnes, donc les développeurs, par exemple, en tout cas les personnes qui vont créer ces technologies, qui vont se questionner sur la façon dont elles ont envie de les utiliser. Mais sachant que pour l'instant, une IA consciente, une IA qui pense, une IA qui est autonome, ça n'existe pas. On ne sait pas si ça existera un jour. Voilà, moi, ça me pose un peu cette question. Oui, alors en fait, il n'y a pas tant ce souci, hein. L'idée, c'est que la philosophie, comme l'éthique, s'applique à des objets d'étude qui peuvent être très variés. Encore une fois, on peut avoir faire de l'éthique ou de la philosophie de n'importe quel domaine, disons. Et donc, en fait, quand on parle d'éthique de l'IA, c'est simplement de dire c'est l'éthique appliquée à tout ce champ en fait disciplinaire qu'est l'IA, mais qui
qui n'est pas forcément concerné que par la question des machines pensantes. On peut avoir simplement, on peut dire, en effet, l'IA générative là, actuellement, c'est de l'IA. Les systèmes experts, c'est de l'IA. Après, question de savoir ce qu'on appelle l'IA, comment on délimite, comment on circonscrit le domaine. Et l'idée, c'est plutôt de dire, non, mais en fait, il y a des questions éthiques pour n'importe quelle technologie, en tout cas pour, pour n'importe quelle production de l'IA. Après, en effet, c'est vrai que cette question-là de qu'est-ce qu'on entend par IA, elle est assez compliquée parce qu'on a à côté de ça, c'est l'éthique de la technologie. On pourrait dire, pas aujourd'hui, peut-être que les systèmes experts, on considère plus que c'est l'IA, on va plutôt ranger ça du côté simplement technologie plus générale. Et l'IA, c'est toujours peut-être, il y a le, ce trope dans la discipline de dire non mais l'IA, c'est en fait ce qu'on n'a pas encore réussi à faire. Dès qu'on arrive à faire quelque chose, c'est plus l'IA, parce qu'on est plus impressionné. Donc mais bon, en tout cas pour la question de l'éthique de l'IA, je pense pas qu'il y ait ce présupposé que les machines doivent être conscientes ou que ça porte là-dessus. Bien sûr, il y a des philosophes, des éthiciens qui se concentrent exclusivement sur la question prospective de ouais, mais quand on aura des machines conscientes, comment on fera, comment on interagira avec elles, etc. J'ai envie de leur dire, c'est que ça se posera pas, mais en tout cas, c'est, voilà, il y a des gens en effet qui travaillent exclusivement sur ce genre de questions. L'IA, enfin l'intelligence artificielle en tant que domaine un petit peu de l'informatique, c'est relativement récent, ça fait 60-70 ans. Pour autant, le fait que l'humain eu ce désir de concevoir des machines intelligentes, c'est quelque chose de relativement ancien. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu à quand ça remonte et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière uniforme selon les lieux et les époques? Dans ta question, là, il y a peut-être deux choses à distinguer. Ce que j'ai remarqué, c'est le rêve d'un côté de concevoir des machines qui soient très sophistiquées, qui est peut-être qui est vraiment ancien, là c'est pas de souci, et le rêve de concevoir des machines, vraiment des machines intelligentes, qui soient donc capables de faire des choses que jusqu'alors seulement l'intellect humain était capable de faire, calculer, croire, délibérer, imaginer, etc. Et qui là en fait pour moi est un rêve qui est peut-être un peu plus récent. On va commencer au XVIIe siècle. Peut-être, voilà, juste dire un mot à ce sujet. Euh, pour pour la première, en tout cas, c'est, c'est pareil, quelque chose très commun, en fait, de dire que bah, l'humain, c'est ce qu'on appelle l'homo faber, c'est-à-dire il construit des outils de manière inégalée, hein, disons, en fait, à un niveau inégalé par rapport à les autres animaux. Mais en fait, c'est aussi, il y a Peter Hacker, en fait, un philosophe anglais qui met souvent ça en avant. L'humain est aussi ce qu'on appelle un homo loquens, c'est-à-dire un être qui parle. Et donc, par ce fait, là, par cette parole, il y a un grand nombre de possibilités, finalement, de pouvoir développer une idée par rapport aux autres animaux, comme par exemple se soucier de ce qui est, de ce qui n'est pas, de ce qui aurait pu être. Donc voilà, donc et notamment en fait cette capacité de parler d'être humain va donner lieu au fait de raconter des histoires. Et ces histoires concernent parfois ce que nous sommes et qu'on a des animaux qui façonnent des outils puisqu'on est des créateurs. Il n'y a pas un grand écart à nous voir nous-mêmes comme des créatures, c'est-à-dire à raconter notre propre histoire comme l'histoire d'un artefact, comme un produit de l'art, mais de l'art d'un créateur un peu spécial, un créateur qui serait situé sur un niveau supérieur, un créateur divin en fait. Et donc, on a dans l'histoire en tout cas de la littérature, beaucoup de récits de divinités qui, d'une certaine façon, sont des espèces d'ingénieurs. Donc là, les ingénieurs cosmiques, ça abonde. Et donc, là, de ce point de vue, l'idée de créer des créatures intelligentes est pas nouveau. Et donc là, moi, je pense donc il y a plusieurs choses. Mais, dans l'Iliade, chez Homère, 8e siècle, 6e siècle, pardon, avant notre ère, on a des récits, on a Héphaïstos, donc qui est un dieu, hein, du feu et de la forge, et qui a créé en fait des servantes humanoïdes, une espèce de robots, on pourrait dire, qui seraient en fait là, qui seraient conscientes. Mais c'est un dieu qui donne ce pouvoir à ses servantes. Chez Ovide, on a Pygmalion,
le roi Tchique qui crée une statue, un Galatée, dont il tombe amoureux, et il demande après à Aphrodite, en fait, de lui donner la vie. Mais c'est une statue d'ivoire, hein, pas une machine, pour le coup. Et donc là, Aphrodite accepte, donc, il y a cette idée d'artefact qui devient intelligent, qui devient vivant. On a, pour venir plus tardivement, des exemples très connus, au XVIe siècle, le Bégolème, figure de la mythologie juive. Là, c'est un humanoïde, mais qui est créé à partir d'argile et qui va être, qui sert à servir son créateur. Alors là, c'est pas évident, en fait, il a pas de volonté propre, il parle pas non plus. Donc là, c'est pas évident pour le golem de savoir si c'est vraiment une machine, pareil que pour Galatée, parce qu'ils sont pas tant le produit de l'ingéniosité, disons, d'un être humain que finalement un peu d'une forme de magie. Et donc là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est distinguer d'un côté là ces artefacts qui sont un peu religieux, sophistiqués, qui sont un peu magiques, de la question des machines intelligentes. Et en particulier pour la question des machines intelligentes, je pense qu'il y a un certain nombre de conditions intérieures qui sont nécessaires pour que l'idée puisse apparaître. Et, et il me semble qu'on peut pas avoir en fait l'idée de machine intelligente si on n'a pas une certaine conception de l'esprit en tête. Et ce que j'appellerais une conception mécaniste de l'esprit. Sur le terme n'est pas de moi, hein. Et cette conception mécaniste de l'esprit, on la trouve en fait sa meilleure expression au XVIIe siècle, chez Descartes, Leibniz, après Hobbes. Et donc, bien d'autres, hein, mais c'est un arrière-plan théorique qui se met en place euh, pour Descartes, hein, notamment. Il y a cette idée en fait que le corps humain, d'accord, n'est qu'une machine, vraiment n'est qu'une machinerie. Descartes est très inspiré, hein, par des automates hydrauliques en fait qu'il y avait à l'époque. Et on pense peut-être le corps humain et même le corps animal en général comme n'étant simplement tout est automatique en fait, c'est vraiment juste une machinerie complexe, une machinerie qui a été faite par voilà, qui est exactement comme les machines que nous on peut créer en tant qu'être humain, sauf qu'elle a été créée par un ingénieur divin, encore par Dieu. Et la différence en fait pour Descartes, pareil c'est bien connu, mais entre les animaux et les êtres humains, c'est que les êtres humains sont dotés d'une âme. Il y a une âme immatérielle qui fait qu'ils sont intelligents, qui sont des machines en un sens, hein, leur corps est une machine, mais des machines qui sont conscientes. D'accord, il y a cette âme qui est cruciale pour Descartes. Et donc chez Descartes, il y a cette idée que on pourrait tout à fait créer une machine, hein, un automate qui soit indiscernable de l'être humain, qui soit indiscernable de l'être humain, d'accord, en tout cas dans tous ses mouvements. Mais en fait, cet automate ne serait pas doté d'une âme. Et la seule façon donc en tout cas une des façons qui met en avant pour pouvoir discerner l'être humain de la machine, c'est en fait c'est l'hypothèse de la parole. C'est en fait pour parler, pour tenir une conversation, pour Descartes, il faut en fait être doté il faut être un être pensant, il faut être doté d'une âme. Et donc, c'est là, en fait, qu'on découvrirait, hein, on pourrait mettre au jour le fait que les machines ne sont pas conscientes, voilà, en essayant de discuter avec elles. Et c'est intéressant de se dire que ça, c'est arrivé au XVIIe siècle, mais cette idée de la parole des machines comme révélateur ou révélatrice, hein, de la pensée des, des machines, c'est une idée qu'on retrouve toujours. On pense évidemment aux tests de Turing là, des années 50, qui aujourd'hui est toujours très discutée, voire même en fait utilisée, hein, déployée, cette idée qu'on va faire converser des machines avec des êtres humains, et si les êtres humains elles sont dupés, d'accord, si ils prennent la machine pour intelligente, c'est qu'en fait, c'est qu'elle a développé des capacités intellectuelles, parce que la conversation, c'est vraiment le lieu où s'exprime l'intelligence. Et après Descartes, bien sûr, il a eu ses opposants qui, en un sens, ont contribué en fait à renforcer la thèse mécaniste. Je pense à, à Lamétrie, par exemple, hein, qui a son livre très connu qui s'appelle L'homme-machine. Pour Descartes, c'était le corps-machine, c'était l'animal-machine, mais l'être humain était vraiment pensant, et cette âme immatérielle. Pour Lamétrie, l'idée, c'est de dire, non, non, l'homme est autant une machine que tous les autres animaux, d'accord, et en fait que les machines. Donc, il n'y a pas d'âme immatérielle, tout est mécanique, tout est machine chez l'homme, il n'y a pas de grande différence. Donc, en fait, on pourrait créer une machine qui soit aussi pensante, aussi consciente qu'un être humain. Donc, il y a il y a cet arrière-plan qui est pour moi important pour que puisse se développer des idées de machines pensantes, intelligentes, qui arrivent après, évidemment, à partir des années 30 ou 50, avec Turing, la cybernétique et toute la naissance de l'IA en tant que champ disciplinaire.
Et là, on a tous les débats en fait philosophiques à n'en plus finir sur la question bien sûr des machines intelligentes, des tests de Turing, etc. Pour autant, dans ce que tu décris, en tout cas, j'ai compris. J'ai pas compris qu'il y avait quand on a imaginé pouvoir créer des machines intelligentes, quel que soit le concept que ça recouvre, il n'y avait pas forcément cette crainte que les machines allaient échapper à leur créateur humain. J'ai l'impression que c'est quelque chose de relativement récent. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'apparition de cette peur un petit peu et comment elle a façonné ou elle façonne ou elle influence notre perception de l'intelligence artificielle? Peut-être que en fait l'idée en tout cas pas forcément de machine mais de créature qui échappe à son créateur, bon c'est pas une idée qui est forcément nouvelle. Je pense que cette idée là que notre rapport à nos créations, à nos produits, en fait à nos arts est un peu ambivalent. On pense le feu volé par Prométhée va nous réchauffer, nous permettre de développer une puissance. Enfin, en même temps, il peut nous brûler. Les ailes créées par Dédale et données à son fils lui permettent de s'échapper du labyrinthe, mais en fait, signe son arrêt de mort. Donc, il y a quand même un peu cette ambivalence entre voilà, les créations et puis et leurs conséquences. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de relativement nouveau, comme je le disais, c'est donc cette idée de machine intelligente et en effet, dans ces circonstances, là, les ratés, disons, inhérents à la technologie prennent une toute autre allure et en fait, là, peuvent prendre une forme d'une révolte, d'une révolution, une politique, disons, de la machine intelligente, en tout cas de ces échecs liés à l'IA. Et j'aurais tendance à dire que on peut parfois remonter, et je suis d'accord avec ça, je n'ai pas vu d'autres exemples, mais il en existe peut-être. Cette idée de révolte des machines, on peut la faire remonter à Karel Capek, peut-être un dramatique tchèque, qui a écrit une pièce en fait dans les années 20 qui s'appelle Roar pour les robots universels de Rossum, et qui en fait, spoiler alert, hein, c'est une usine qui fabrique des personnes artificielles, c'est l'expression qu'ils utilisent, et qui sont ensuite utilisées comme des esclaves par les êtres humains. Et donc, en fait, ces personnes artificielles, elles sont appelées en tchèque robota. Robota qui signifie corvée ou travail forcé. Donc, en fait, c'est l'origine du terme robot dans cette pièce. Et donc voilà, donc les robots au départ sont des travailleurs, voire les travailleurs ultimes au service des humains. Évidemment, en fait, dans la pièce, les robots au départ n'interrogeaient pas leurs conditions, mais finalement finissent par se révolter et provoquent l'extinction de l'espèce humaine. Mais ce qui est, je pense, intéressant peut-être là, dans cette pièce et un peu surprenant, ou en tout cas on a tendance un peu à oublier, c'est que les robots de Capec, au départ, ils ne sont pas des robots mécaniques, ils sont des robots organiques, hein, ce sont vraiment des personnes artificielles. Et ils ont une constitution physique qui est moins complexe que celle des animaux et des humains, mais ils sont faits de chair et d'os. Mais donc, c'est bien des personnes un peu ordinaires, hein, elles sont vivantes, elles sont créées artificiellement. Et donc, peut-être plus proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui des clones que des robots. Mais un point peut-être à creuser, en fait, moi, qui m'interpelle, c'est que la leçon qu'on a tirée de la pièce de Capek, c'est que donc, des individus oppressés finissent par se révolter. Mais on a laissé de côté le fait que les individus en question dans la pièce sont des êtres vivants. C'est créé artificiellement, mais des êtres vivants néanmoins. Donc on a simplement gardé en tête que quand il y avait création et artificialité, et donc on a conclu que la leçon c'était que les machines, qui sont donc des créations artificielles, vont se révolter quand elles sont utilisées comme des simples choses. Et en fait, on aurait pu juste se focaliser sur l'idée que l'oppression d'une population, sa réduction d'esclavage, voilà, une population vivante, c'est pas une bonne chose. Et quand, évidemment, en fait, les personnes oppressées vont se révolter. Mais c'est pas forcément la question des machines qui est en jeu. Mais en fait, ça a donné lieu à toute une littérature après qui s'est concentrée vraiment sur cette idée de machines qui vont se révolter. Ça, je trouve que c'est assez amusant, assez intéressant, assez peut-être révélateur de notre la force de notre imaginaire. Et par la suite, on a plein d'autres œuvres, bien sûr. Je pense à la saga littéraire d'Asimov, les Terminator, en fait, de l'Odyssée de l'espace. Donc là, on a plein de différentes figures, donc le robot
incarner, désincarner logiciels en fait qui vont se révolter ou en tout cas qui vont apporter atteinte à l'être humain. Et là, il y a une très très grande influence de la fiction, et particulièrement de la science-fiction dans l'alimentation de nos espoirs, de nos craintes aujourd'hui qui sont liées à l'IA. Et en fait, des fois, c'est peut-être trop prégnant. On est trop habitué en fait à avoir ce discours, à voir dans des films, dans des livres, des machines conscientes, qu'on a l'impression que ça coule du sens, que ça a du sens. En réalité, en fait, voilà, il faut prendre un peu de recul, mais il y a cette influence qui est extrêmement, extrêmement forte. Ouais. En creux de ce que tu dis depuis tout à l'heure, il y a cette notion de singularité technologique sur laquelle tu as travaillé. Est-ce que tu pourrais préciser un peu de quoi il s'agit, d'où ça vient et sur quoi ça a été construit, en fait, cette notion? Alors, de quoi parle-t-on en effet exactement quand on évoque cette idée de singularité en IA? Peut-être une première chose à noter, ce serait que cette idée de singularité, elle est souvent présentée comme une hypothèse scientifique. En réalité, c'est plutôt une spéculation. Peut-être qu'on pourrait même aller jusqu'à suggérer qu'en fait, c'est une expérience de pensée dont il faudrait certainement interroger la cohérence. En tout cas, la singularité, c'est un scénario prospectif, disons, de ce qu'on qualifie fréquemment de risque existentiel, qui serait lié à l'arrivée de machines elles-mêmes qualifiées de machines super intelligentes. On parle de risque existentiel dans ces cas-là parce que il y a l'idée que ces machines donc dotées d'une intelligence commensurable pourraient, puisqu'elles seraient super intelligentes, bah, poser en fait une menace pour la survie de l'espèce humaine. Elles pourraient décider de nous anéantir ou nous anéantir par accident. Il y a un pendant un peu positif à cette idée de singularité technologique. Parfois, on parle, enfin, positif ou en tout cas optimiste, hein, on parle d'opportunités existentielles également, avec cette idée que les machines super intelligentes aussi, pourraient aussi bien donc être la plus grande menace pour l'espèce humaine que son plus grand bien. Et les machines super intelligentes pourraient en fait mettre fin à tous nos problèmes. Elles pourraient être les garantes idéales de toute la vie sur Terre. Elles pourraient allouer les ressources de la Terre équitablement, etc. Donc, cette idée de singularité technologique, pour le dire peut-être rapidement, et comme tu le disais dans ta question, hein, c'est un point de bascule, en fait, un moment futur qui est souvent présenté comme relativement proche, hein, à partir duquel le développement technologique sera en fait considéré comme euh, irréversible. Et la technologie qui en résulte elle sera, quant à elle, considérée comme incontrôlable. Donc, il y a deux grandes interprétations ou deux grandes présentations de ce que c'est que la singularité technologique, qui sont pas forcément en opposition l'une avec l'autre, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que la première, qui est en fait la présentation la plus répandue, la plus acceptée aujourd'hui, c'est une interprétation qu'on doit à un auteur de science-fiction américain. On en revient encore à la science-fiction. Donc, il s'agit de Vernor Vinge. C'est lui donc, qui a popularisé le terme d'expression de singularité technologique en 1993. Il avait d'abord développé l'idée dans ses romans dans les années 80. Et donc, 93, il publie cet article qui s'appelle la singularité technologique qui arrive ou la singularité technologique à venir. Et dans cet article, il explique qu'il entend par cette expression de singularité un changement social sans précédent qui serait dû donc à un développement technologique d'une intelligence artificielle d'un niveau qui dépasserait donc très très largement le niveau de l'intelligence humaine. Donc on retrouve cette idée de super intelligence qui voilà qui a été en fait l'idée qui est fréquemment évoquée aujourd'hui et qui a été mise sur le devant de la scène en particulier Nico Strom, un philosophe suédois. En tout cas, il y a cette idée voilà, de machines qui vont devenir progressivement de plus en plus intelligentes. Et Vinge, quant à lui, prédisait la singularité pour 2023. Donc là, c'est une première interprétation qui concerne, disons, que les machines. Il n'y a pas de changement de la nature de l'être humain. Et il y a une autre seconde interprétation qui est la singularité qu'on doit à Ray Kurzweil, qui est un ingénieur et futurologue américain, qui là accepte toujours donc cette idée de développement technologique majeur, mais il y ajoute une mention également en fait, de transformation de l'humain. Là, il y a transformation technologique des capacités humaines. Là, il y a des meilleurs, bien sûr, transhumanistes à cette idée,
Donc là, Kurzweil nous parle de transhumain, de post-humain, d'humain à base logicielle. Donc l'idée, ce serait de dire que la singularité, en fait, serait le moment où il y aurait plus d'intelligence artificielle sur Terre que d'intelligence humaine. Donc, et cette intelligence artificielle, elle pourrait consister pardon, dans des machines intelligentes, mais aussi en fait dans des êtres humains, donc à base logicielle, ou en tout cas qui seraient augmentés technologiquement. Donc, euh, pour son déroulement, disons, la singularité, elle est censée arriver en deux moments. Les deux moments clés. Donc, le premier moment, c'est le moment où les machines parviennent à atteindre un niveau déjà d'intelligence qui est équivalent à celui des êtres humains. Donc là, c'est-à-dire, c'est le moment en fait, où les ingénieurs en fait, travaillent pour perfectionner leur machine jusqu'à ce qu'elle soit aussi intelligente qu'eux-mêmes. Et donc, une fois ce premier stade atteint, les machines qui seront donc aussi intelligentes que leurs créateurs, disons, pourront elles-mêmes faire ce que faisait leur créateur. C'est-à-dire, elles pourront elles-mêmes créer en fait des machines du même niveau qu'elles-mêmes. Donc, les machines intelligentes vont créer d'autres machines intelligentes. Et puis, comme les machines peuvent travailler un peu plus vite parce que elles ont une puissance de calcul en fait qui est plus grande que celle des humains, disons. Et ben les machines en fait rapidement vont parvenir à créer certaines autres machines dont le niveau d'intelligence sera légèrement supérieur au leur et donc légèrement supérieur à celui de l'être humain. Et ces dernières machines vont elles-mêmes créer encore plus rapidement des machines d'un niveau d'intelligence encore un peu plus élevé et puis ainsi de suite. Et donc là en fait des machines qui donc sont progressivement de plus en plus intelligentes, qui sont toutes capables de se modifier elles-mêmes ou de créer d'autres machines, qui sont à chaque fois un peu plus performantes, un peu plus puissantes, et ce en fait selon un rythme exponentiel. Et donc là on parle pour caractériser ce phénomène généralement d'explosion d'intelligence. Une expression qui nous vient de Hervé Longode, qui est un statisticien, hein, et donc, et en 1965, lui, donc, il exposait cette idée et il entrevoyait donc cette possibilité. Et donc là, il théorisait quant à lui l'existence de ce qu'il appelait à l'époque les machines ultra intelligentes. Et on retrouve vraiment presque de texto de machines super intelligentes qu'on a aujourd'hui. Voilà pour cette idée, en tout cas, de ce concept de la singularité. Ce qu'il faut également noter, c'est que l'usage de la notion de singularité dans le contexte technologique, c'est un usage qui est modelé sur un autre usage, qui est l'usage de la notion de singularité dans le contexte des sciences naturelles et en particulier en astrophysique ou en cosmologie. Et donc, dans ces contextes, on parle de singularité quand on a un résultat de certaines équations qui ont pour fonction de décrire le comportement de certaines grandeurs physiques, un résultat qui prend des valeurs incompréhensibles. Donc, par exemple, on a des valeurs infinies. Donc, quand on a une grandeur physique, que ce soit la vitesse, la longueur, la masse, la densité, etc., qui a une valeur infinie, en fait, on ne comprend plus vraiment ce que ça peut vouloir dire ou alors ce que ça implique physiquement. Et donc, par exemple, là, on parle parfois en cosmologie de singularité gravitationnelle ou de point de singularité gravitationnelle. Et cette notion-là, elle nous sert à désigner un point ou une zone de l'espace-temps. Par exemple, désigné par cette expression le centre d'un trou noir. Donc, c'est une zone, en fait, pour laquelle les solutions aux équations qui gouvernent des phénomènes naturels, et notamment la gravité en l'occurrence, elles s'emballent. Et ces équations, en fait, donnent des résultats qui, en apparence, sont incompréhensibles. Donc, typiquement, dans le centre d'un trou noir, la densité, elle est infinie. Et donc, il y a de manière analogue, là, il y a cette idée que le concept de singularité technologique, il contient lui aussi dans sa signification une espèce de notion de point limite, de perte de compréhension, de point de perte des repères. Et donc, un moment, un point de rupture, à partir duquel tous les outils qu'on a actuellement pour comprendre le monde, finalement, ne marcheraient plus, ce serait de trop opérant. Et donc, de la même façon qu'il y aurait des singularités physiques et même des singularités mathématiques, on pourrait avoir moins des singularités technologiques. D'un point de vue philosophique, quelque chose qui est intéressant, c'est d'analyser un peu la phénoménologie, d'analyser ce parallèle, parce qu'en fait, l'analyse révèle que le parallèle est douteux. C'est douteux, en fait, qu'il fonctionne réellement. Et ce qui est important, c'est que si le parallèle ne fonctionne pas réellement, en fait, l'intelligibilité des concepts de superintelligence, du concept de singularité technologique, peut être mis à mal. Si
l'intelligibilité de ces concepts même est mise à mal, évidemment, en fait, il en ira de même de leur authenticité en tant que risque ou en tant que problème de l'IA. Si on réalise que le concept de singularité technologique, le concept de super intelligence, finalement, ne veut rien dire, hein, ne fait référence à rien, et bien, le risque posé par la super intelligence disparaît du même coup. Donc, pourquoi en fait ce concept, en tout cas le parallèle entre les singularités physiques, cosmologiques et la singularité technologique, pourquoi est-ce que ce parallèle est douteux? C'est que dans le cas, par exemple, de la singularité gravitationnelle, là que je mentionnais à l'instant, il y a en effet l'idée que certaines valeurs dans des équations qui par ailleurs sont utiles pour décrire le monde, ces valeurs deviennent infinies dans certaines circonstances, typiquement au cœur d'un trou noir. Mais bien évidemment, c'est ça qui est important, c'est que on a dans ce cas particulier à notre disposition des propriétés qui sont quantifiables. Par exemple, la masse d'un corps. On a des propriétés qui expriment des grandeurs ou des quantités. Et donc les bizarreries cosmologiques, hein, les singularités en tout cas, elles se présentent typiquement quand ces quantités, qu'on comprend par ailleurs, deviennent incompréhensibles, c'est-à-dire quand elles deviennent infinies. Elles sont incompréhensibles pour les singularités cosmologiques, hein. Ce sont des bizarreries, mais elles sont tout à fait compréhensibles par ailleurs. On comprend pas que la densité devienne infinie dans le centre de notre noir, mais on comprend que la densité, elle soit ordinairement exprimée par une mesure. On a un concept, le concept de densité, qui se prête au jeu de la mesure. Et c'est parce qu'il se prête au jeu de la mesure qu'on est bien en fait embêté, hein, quand cette mesure, finalement, elle cesse d'être compréhensible. Et donc, une première chose là, qui doit nous interpeller, hein, à mon avis, c'est la suivante, c'est que est-ce qu'il est évident, est-ce qu'il est si évident que ça, donc, que l'intelligence soit une propriété comme la densité? Est-ce que c'est approprié de penser que l'intelligence est une propriété qui est susceptible d'être exprimée par une grandeur, par une mesure? Et en fait, il n'y a rien d'évident à ça, à penser que l'intelligence peut être exprimée par une grandeur. Euh, à moins, bien sûr, en fait, on présuppose que l'intelligence, elle est simplement fonction de la puissance de calcul ou du nombre de connexions neuronales, de la taille du cerveau, etc. Donc, mais là, quand on présuppose ça, hein, là, on opère une réduction. On a une réduction là, qui nous fait passer d'une propriété, l'intelligence, hein, dont il n'est pas clair qu'elle exprime une quantité, à une propriété, par exemple la taille du cerveau, qui, bah oui, elle exprime très clairement une quantité. C'est une réduction qui ne veut pas forcément de soi. C'est pas évident que l'intelligence, ça soit équivalent, disons, à la taille d'un cerveau. Et donc là, en fait, il faut analyser ce que c'est que l'intelligence. Il faut faire de l'analyse conceptuelle. Donc, il y a ce premier embarras là, qui concerne donc le parallèle entre les propriétés qui expriment des grandeurs, qui sont des propriétés nécessaires pour qu'il y ait singularité physique, cosmologique, et les propriétés qui sont en jeu dans la singularité technologique. Et donc là, cette réduction là, entre la puissance de calcul, la taille du cerveau, le nombre de connexions neuronales et l'intelligence, hein, c'est une réduction qui passe souvent inaperçue parce que peut-être qu'on a parfois en tête des considérations comme le quotient intellectuel du QI. Mais le QI, hein, bien sûr, n'exprime pas une grandeur. C'est une mesure, disons, qui permet d'établir une hiérarchie entre eux, qui évalue en fait certaines capacités des êtres humains. Donc, une hiérarchie qui est faite entre les capacités de certaines personnes à répondre à des tests, à des énigmes logiques, sémantiques, etc. Mais en particulier, ce quotient, il n'est pas cumulatif. Si vous mettez deux personnes au QI de 100 dans une salle, là, vous n'avez pas 200 de QI dans la salle. Et en fait, si les personnes dans la salle se détestent, par exemple, vous avez fait même une baisse de QI dans la salle. Donc, c'est pas quelque chose qui est cumulatif. Donc, pourquoi est-ce que c'est pertinent pour notre affaire de singularité? Parce qu'en fait, tout le scénario de super-intelligence, tout le scénario de la singularité repose sur ce jeu de mots. En effet, hein, c'est l'idée vraiment au cœur de la singularité, c'est que l'intelligence des machines, elle va se développer progressivement
continuellement jusqu'à atteindre le niveau de l'intelligence humaine, puis en fait après la dépasser dans ce qu'on appelait l'explosion de l'intelligence. Donc l'idée, c'est que une machine qui sera déjà intelligente, aussi intelligente que l'être humain, va pouvoir créer des machines qui vont être plus intelligentes, etc. Mais des machines qui ont une intelligence sera un peu supérieure à la sienne, qui pourraient même créer des machines dont l'intelligence sera un peu supérieure à la leur, etc. Donc il y a ce style de supériorité, d'infériorité, en fait, des explosions d'intelligence, ça vraiment repose sur un jeu de nombres. Donc c'est ici là que se loge le supposé là que je mentionnais à l'instant, c'est que pour que quelque chose soit supérieur à quelque chose d'autre, il faut que c'est quelque chose qui exprime des quantités. Mais voilà, c'est pas du tout évident, ça va pas du tout de soi qu'on ait des idées claires sur la question de savoir quelle est cette quantité supposée. Et donc, à mon avis, c'est une objection qui est importante hein, pour comprendre la singularité, en tout cas pour en évaluer les risques réels ou non. Et c'est une objection qui n'est pas chez moi au présent moment, en tout cas j'ai pas l'impression. Et surtout c'est une objection philosophique. Hein. On distinguait tout à l'heure différents types de questions. Et ben là la question en fait de savoir vraiment si l'intelligence est quantifiable, ben, c'est une question qui demande à interroger vraiment ce concept d'intelligence. Et là c'est une analyse conceptuelle, hein, une analyse de ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on fait avec ce concept. Hein. Et c'est là en fait que à mon avis, le philosophe Léon les philosophes hein, son mot à dire. On a entendu des acteurs, je pense à Elon Musk, mais pas que, récemment, demander qu'il y ait une pause ou un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle en mettant en avant les risques existentiels que pouvait poser l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que ça recouvre et est-ce que selon toi c'est une approche neutre de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est une façon pour certains de ses promoteurs de faire avancer tout simplement un agenda politique? Cette idée de risque existentiel, possiblement le dernier problème auquel on pourrait avoir à faire face, une idée qu'on retrouve très souvent. Il y avait en 2017, ça m'avait interpellé cette conférence d'Asie Lobar là, sur l'IA bénéfique qui avait eu lieu en Californie. Et il y avait 3 jours de réflexion en fait où il y avait des universitaires, des industriels également. Et en fait, ils ont mis au point une liste de 23 principes d'Asie Lobar qui servent fréquemment de guide aujourd'hui, à partir desquels on pensait la recherche ou l'innovation en IA. Et en fait, il y avait dans cette dans cette liste là, des questions relatives à l'IA sur le plus long terme. Et au sein de cette considération, c'était donc la dernière considération de la liste. En fait, il y avait des recommandations autour de ce que tu appelais les risques existentiels liés à l'IA. Et le 23e et dernier principe de la déclaration, c'est le principe qu'ils appellent le bien commun, qui mentionne en fait directement l'idée de super-intelligence. Et encore une fois, cette inscription là dans la dernière position de la déclaration, ça souligne bien l'importance du risque de dire l'idée que ce problème, s'il venait à se poser, serait en fait possiblement le dernier problème auquel on pourrait jamais avoir affaire. On peut aussi le comprendre en disant il est mis en dernière place parce que peut-être que c'est celui qui a le moins de chances d'arriver. Je pense que dans leur cas, c'était plutôt vraiment souligner l'importance, en tout cas le caractère un peu final hein, du problème. Pour ce qui est de la neutralité, peut-être, je dirais qu'en effet, de toute façon, le milieu de la tech n'est pas un milieu qui est neutre politiquement. Et certaines annonces peuvent donner lieu à des effets immédiats qui sont intéressants évidemment pour certains acteurs. Effets immédiats sur les marchés, des hausses ou des baisses d'investissement publics ou privés. Donc il y a des intérêts hein, pour les personnes concernées à présenter le champ de l'IA comme se trouvant constamment à un point de bascule. Toujours présenter en fait le futur proche de l'IA comme ça nous semble exceptionnel, comme ça nous semble révolutionnaire. Et là, la rhétorique de la singularité, elle peut parfois jouer un rôle hein, dans ces effets d'annonce. Et il y a peut-être ce qui me surprend en fait des fois, c'est que
il y a plusieurs façons d'utiliser cette idée de risque existentiel, cette singularité, pour servir des agendas politiques qui sont opposés, mais finalement qui mènent au même résultat. C'est-à-dire que d'un côté, on peut soit mettre en avant l'arrivée de la singularité pour peut-être distraire de certains problèmes qui sont inhérents à des technologies qui sont parfois intrusives, qui sont progressives, qui sont dissociées, etc. Et d'autre part aussi pour attirer les investisseurs, pour attirer l'attention sur le milieu de la tech en mettant en avant, voilà, on est en train de vivre un tournant majeur de l'histoire humaine. Donc là, souvent on présente un peu les ingénieurs et les codeurs comme des alchimistes, comme des, des formes de dieux en train de créer une nouvelle forme de vie, que serait une forme de vie non vivante, hein, mais cette idée en fait, d'attirer en fait l'attention sur le milieu de la tech. Et en même temps, il y a, de l'autre côté, on peut avoir aussi le discours inverse, qui est de dire, bah non, mais la singularité, c'est une idée fantaisiste, les machines ne sont pas intelligentes, elles ne le seront jamais, il n'y a pas de sens en fait à s'interroger sur ces questions. Et en fait, à aller jusqu'à dire, en fait, il n'y a pas de, s'il n'y a pas de, si la singularité n'est pas une option, d'accord, si c'est pas une vraie possibilité, bah, finalement, c'est qu'il n'y a pas de danger du tout avec les technologies. Donc là, en fait, la position inverse va vanter le fait que, bah non, mais la technologie, l'IA en tout cas, c'est simplement un instrument révolutionnaire et qui va nous permettre d'être meilleurs à tous les niveaux, de gagner en efficacité, d'agir plus moralement, de mieux comprendre le monde. Donc dans ce cas-là, la singularité, elle est utilisée comme un repoussoir, mais curieusement, en la présentant comme le seul risque qui mériterait notre attention, c'est juste une autre de façon hein, de vendre la technologie comme n'étant pas problématique, puisque en fait elle donnerait pas lieu à cette singularité. Donc en fait il faut là aussi financer, il faut soutenir le développement en IA parce que bah non mais c'est merveilleux et tout sera bien. Donc il y a un peu cette idée je trouve de distraction en fait. De, donc ouais, c'est pas vraiment neutre, hein, on peut avoir ce- cette envie d'attirer des financements, des investisseurs. Et puis peut-être ouais, de distraire en fait des vrais problèmes de l'IA en fait, hein, qui sont moins grandioses, qui sont ouais, qui sont moins grandioses, mais qui sont quand même bien présents. Après, bien sûr, il y a des personnes qui croient vraiment en fait à la singularité et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un travail de la part des philosophes de prendre la parole en fait, de montrer en fait bah, que c'est pas forcément un vrai problème, mais qu'il y a d'autres problèmes qui là pour le coup sont bien existants. Et moi, il y a quelque chose là, qui me frappe, par exemple, c'est il y a ce mouvement là de l'altruisme efficace, qui est un mouvement, un projet qui est basé sur l'idée que en fait il y a des moyens plus ou moins utiles pour faire le bien dans le monde. Donc c'est un mouvement vraiment pratique en fait, qui est une philosophie un peu utilitariste, qui est inspirée par l'œuvre de Peter Singer. Et donc typiquement en fait, il va mettre en place, il part sur le principe des dons en fait, des dons aux associations. On remarque en fait que bah, les gens donnent aux associations, ils ont envie de faire le bien avec leurs dons. En fait, il y a des associations qui vont permettre de faire un plus grand bien pour le plus grand nombre que d'autres. Et donc, si on a le choix finalement entre donner à une association qui va aider 2 personnes ou une association qui va aider 10 personnes pour la même somme d'argent, il faut choisir celle qui aide le plus grand nombre. Et donc là, il y a cette idée en fait, qui est importante dans de aider le plus grand nombre de personnes, une idée de partialité. Chaque vie compte autant, chaque vie a la même valeur. Donc, on va essayer de trouver vraiment les meilleures causes qui sont les plus utiles, qui vont enlever le plus de souffrance. Donc on va essayer typiquement, on va pas aller, on va plutôt essayer d'aller éradiquer la malaria que d'aller ouvrir de financer des voyages scolaires pour des enfants. Donc c'est cette idée de vraiment faire le plus grand bien. Et l'altruisme efficace, voilà, qui au départ en fait s'est fait connaître parce que justement il y avait cette idée forte de faire le plus de bien. Aujourd'hui, met en avant le risque que la superintelligence est un risque existentiel, est un des risques principaux qui pourrait potentiellement mener à l'extinction de l'humanité. Et donc, plutôt que de financer maintenant des fondations qui vont participer à aider des personnes qui sont, par exemple, atteintes de maladies graves, qui fournissent des médicaments aux personnes des pays défavorisés, dans des pays en guerre, bah, il y a une bonne partie maintenant de l'argent, des donations à l'altruisme efficace
qui vont pour financer des semaines de networking entre des jeunes chercheurs en IA, qui vont financer des bourses doctorales en machine learning. Et là, je trouve qu'on là, on peut se poser des questions. On peut, il y a des conséquences vraiment néfastes, disons directes de cette un peu mythologie là autour des machines intelligentes, autour de la singularité. Voilà, il y a des personnes qui souffrent actuellement et en fait on se dit non non, c'est mieux en fait de financer des semaines de networking que, entre des jeunes chercheurs parce qu'en fait c'est peut-être qu'ils vont nous sauver dans le futur et ils vont permettre de sauver toute l'humanité donc là, le plus grand bien sera effectué à ce moment-là. Bon, voilà, des choses qui m'interpellent beaucoup en ce moment. Anthropic, donc, qui est une grosse entreprise de l'IA, qui a recruté, alors c'est très très récent, mais qui a recruté une personne en charge du bien-être des IA. Et je crois que l'idée, c'était de se dire, bah, comme demain, les IA seront conscientes, il faudrait prendre soin d'elles. Et je voulais avoir ton regard de philosophe sur cette question où on attribue souvent des caractéristiques psychologiques aux machines. Quel est ton regard à toi en tant que philosophe sur le fait de faire ça, en fait? Je trouve que c'est peut-être quelque chose qui aurait pu être, qui pourrait être sans conséquence. On peut dire d'une voiture, oh, moi, elle est fatiguée ce matin, ou elle marche pas bien. C'est pas, voilà. On va pas, en fait, pour autant, le soir, mettre une couverture et un story sur la voiture pour qu'elle dorme un petit peu mieux quand même, ou alors, enfin, voilà, on va pas prendre ça au sérieux. Des fois, on a juste des façons de parler, c'est pas un problème. Et dans le cas, en fait, de l'IA, il y a toute cette mythologie qui fait que d'attribuer des prédicats ou des caractéristiques psychologiques ou cognitives aux machines, à fond que bah en fait on a tendance à les prendre un peu au sérieux et il y a cette conséquence peut-être de déresponsabilisation un peu, je trouve, qui est peut-être préoccupante. Et il y a ce- dans un pan de la littérature là qui aujourd'hui réfléchit à ce qu'on appelle les responsibility gaps, comment le traduire en français, les écarts dans la responsabilité, les vides dans la responsabilité. Si on considère par exemple que la machine elle sait véritablement, qu'elle a véritablement des connaissances et qu'elle peut prendre des décisions, qu'elle est capable de voir, qu'elle est capable de lire, alors on va avoir tendance à penser que les actions automatisées, les actions réalisées par des machines, sont en fait des actions bah, qui sont réellement des actions intelligentes, qui sont réellement effectuées intentionnellement. Et c'est-à-dire, il y a la conséquence de déresponsabiliser parfois les acteurs en fait, qui utilisent ces technologies. Il y a l'exemple en fait classique du robot militaire autonome. Bah, un robot en fait qui prend la décision entre guillemets lui-même de bombarder dans une région particulière. En fait, il peut pas être tenu responsable. Mais bon, bah les humains en fait n'ont pas pris la décision non plus. Donc qui doit être responsable? Donc là, il y a ce problème de vide dans la responsabilité ou d'écart dans la responsabilité. Et donc, qui peut être lié bien sûr à cette autonomisation, disons, en fait, de certaines tâches par des machines, mais mais qui peut également en fait avoir cette conséquence ouais, de qu'on accepte finalement peut-être un peu plus facilement de déléguer des tâches intellectuelles à des machines, des tâches qui en fait demandent qu'il y ait un regard moral, critique sur avant qu'on les effectue. Euh, mais comme on est habitué en fait, à penser que ça a du sens, bon, bah, on le fait pas. Et là, les choses, il y a cette distinction vraiment à faire entre des actions qui peuvent être réellement faites par des machines, des actions physiques, disons, encore, les machines peuvent avoir une action physique, mais, mais une action voilà, intellectuelle, bon, bah là, on est sur un autre champ, en fait. Et, et la question de demander, en fait, si une machine peut penser, peut souffrir, etc. C'est pour moi équivalent à la question de demander si une table peut souffrir, peut penser, si la tasse peut souffrir ou penser, etc. Et donc là, il y a vraiment du travail un peu d'éclaircissement à faire pour qu'on soit peut-être mieux équipé pour réfléchir en fait aux questions véritables posées par les gars après. Et j'aimerais te poser une question maintenant sur plus spécifiquement sur l'IA générative. Je sais que tu as travaillé sur enfin, autour de la question des LLM et où toi tu considères qu'en fait ça génère du contenu que tu appelles imitatif. En quoi, selon toi, ça pose un problème éthique ou un problème philosophique, notamment
au regard de la confiance du public dans l'information qui est générée par l'IA, mais pas que d'ailleurs. C'est vrai que j'ai récemment là, développé cette idée là que les productions textuelles, disons des LLM, donc des grands modèles de langage, sont en quelque sorte des contrefaçons. Donc, qui devraient se comprendre davantage comme des contrefaçons que comme des authentiques productions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais d'imitation de la production textuelle humaine et non pas de trucs ou les descriptions de trucs faits ou pensés. Et donc là, pareil, on risque à voir les productions textuelles des LLM comme de véritables pensées, disons, quand en fait, il s'agit vraiment juste d'imitation, de contrefaçon. Et donc, il y a cette analogie, là, en fait, avec les contrefaçons de billets de banque et les façons textuelles des LLM, dire que comme les faux billets de banque, les productions des modèles de langage ressemblent souvent à s'y méprendre aux originaux à partir desquels ils sont faits, elles sont créées, mais sans avoir la même valeur. Et donc, pour le problème là que tu mentionnais de la confiance, c'est bien sûr en fait si le monde se trouve inondé de contrefaçons, finalement la confiance s'érode, diminue, voire disparaît parce que les conditions même de l'institution, par exemple l'institution bancaire pour les faux billets, ou de l'institution disons, de la parole, ou l'institution pour les productions des LLM, en fait les conditions même d'exécution de l'exécuter sont anéanties. Dans le cas des faux billets, la condition pour que l'institution bancaire existe, c'est bien que les gens aient des moyens de savoir si leur argent est du vrai argent. Si qu'il y a une distinction entre le vrai et le faux. Mais surtout, en fait, il faut que les faux arguments, s'il y en a, ce soit minoritaire. Et dans le cas de la conversation, de l'information même, de, de la même façon, il faut que les conditions pour s'informer soient réunies. En fait, elles ne sont plus si on n'est pas capable de déterminer ce qui est une véritable parole, une véritable prise de parole de ce qui n'est qu'une imitation. Euh, plus difficile de s'informer. Et il y a à ça, en fait, il s'ajoute le problème, bien sûr, en fait, ça, c'est un problème que d'ailleurs, avec, dans un précédent épisode, qui est mentionné avec les deepfakes. Et là, on a pareil, en fait, facile de faire des fakes, c'est facile de créer donc de la fausse parole. À ça s'ajoute le problème des hallucinations, bien sûr, c'est-à-dire des réponses erronées données par des modèles de langage qui n'en ont pas l'air. Donc là, il y a un vrai danger. En fait, personne n'utilise maintenant les ChatGPT, par exemple, comme un espèce de navigateur de recherche. Parce, parce que c'est... Voilà, mais là, il y a un problème, en fait. Ces modèles, disons, ne font que générer mot après mot selon des probabilités et non pas selon une forme de sensibilité au sens. À la sortie d'un LLM, c'est simplement un enchaînement de tokens, de symboles est le plus probable en fonction de l'enchaînement de symboles que vous-même allez utiliser dans votre prompt. Donc il y a ce problème en fait là, de s'informer sur les LLM, c'est délicat. Euh, Ça peut voilà, aussi mener en fait peut-être une perte de capacité. Disons, il y a la méthodologie de la recherche là quand on utilise les LLM, c'est pas évident. Il y a ce désir là d'instantanéité qui est très prégnant, mais en fait, c'est pas ça, en fait, chercher une réponse, c'est même pas ça poser des questions, c'est pas juste appuyer sur un bouton et avoir tout à disposition. Il y a ce parallèle là que fait une psychologue française qui s'appelle Esther Perel. Elle- J'aime beaucoup, en fait, elle compare fréquemment les LLM au fast-food et les productions textuelles des LLM à de la junk food. Elle dit, et je trouve qu'elle a raison, en fait, on est tenté, en fait, par l'immédiateté, par la possibilité, la satisfaction immédiate, mais en fait, ça nous met en réalité en danger. Notre santé physique est en danger pour les fast-food et notre santé informationnelle pour les LLM. En plus, il y a peut-être la possibilité en fait, de voir les LLM comme des oracles, une forme de régression à de la pensée magique, d'avoir quelque chose de ouais, d'immédiat, en fait, qu'on nous demande, et c'est tout. Donc voilà, il y a ces aspects, la difficulté de s'informer. Je pense qu'on a un problème aussi on perd peut-être des capacités un peu essentielles. On utilise ces systèmes,
on n'écrit plus, on cherche plus nos mots, on prend plus le temps de penser. Ça fait un peu réac de dire ça, mais je pense que c'est malgré tout des vrais problèmes liés à l'inertie aujourd'hui. Enfin, là, tout à l'heure, je disais qu'on était des homoloquents, ça, des êtres qui sont dotés de paroles. En fait, là, cette nature même d'homoloquence, elle est mise en péril par l'utilisation des logiciels génératifs, en tout cas textuels. C'est-à-dire qu'en fait, bah, ouais, savoir réfléchir, prendre le temps de penser, de se poser, de vraiment se dire, mais qu'est-ce que je veux dire, de faire soi-même le travail, je pense que c'est vraiment important. Et c'est quelque chose on peut perdre. Plus ce problème de la reproduction du même, la fixité, les LLM, ils sont entraînés sur des corpus de texte, toutes les réponses sont tirées des corpus de texte, donc il n'y a pas de nouveauté, il y a pas de plus, ils sont après en fait retravaillés, disons, par les programmeurs en fait pour pas qu'ils disent des choses trop fausses, pour pas qu'ils disent des choses insultantes, etc. Donc en fait il y a une espèce de ouais de fixité en fait de juste milieu, de choses un peu ennuyantes. Avec les LLM, il n'y a pas de pour la créativité, je pense que c'est un problème aussi. Donc, tout, d'un point de vue informationnel, je trouve qu'il y a tous ces problèmes-là ouais, de méthodologie, de perte de capacité, de dilution de l'information, en fait, par rapport au fait qu'il est difficile de savoir, en fait, ce qui est vrai, ce qui est faux. Pour moi, il y a un vrai problème avec l'IA générative, en tout cas. On arrive à la fin de l'épisode. J'aimerais bien te poser une dernière question par rapport au problème que tu évoquais à l'instant sur le rapport à l'information et aussi sur la capacité peut-être à prendre du recul sur les développements de l'IA, ce qui relève du fantasme, ce qui relève de la réalité. Selon toi, à quoi pourrait servir la philosophie ou la démarche philosophique pour à la fois prendre du recul sur ce qui se passe sur les développements de l'IA et aussi pour répondre aux problématiques que tu évoquais juste à l'instant sur le fait de moins écrire, le fait d'avoir tout de suite, de moins réfléchir, de moins penser. Voilà, s'il y avait peut-être 2-3 pistes d'action où tu te disais, bah tiens, là, la philosophie, elle peut nous aider dans ce moment-là par rapport au développement de l'IA. Bon, bah, en effet, les défis éthiques posés par le développement de l'IA sont nombreux. Donc, la perte de compréhension dans nos décisions importantes, voilà, les renforcements invisibles de biais en fait de nos sociétés, le biais raciste par exemple, perte de créativité, addiction en fait face au dispositif. Donc voilà, il y a plein de problèmes. La philosophie, je pense ce qu'elle peut faire, c'est en effet là, c'est ce que j'ai essayé de montrer peut-être un petit peu de fait plutôt que de parfois résoudre des problèmes, mais les dissoudre. C'est-à-dire, en fait, interroger des questions. Est-ce qu'on comprend finalement ce qu'on demande quand on demande si une machine peut penser, peut être intelligente, et donc essayer peut-être d'éclairer les choses, de montrer que là, en fait, il y a des soucis, il y a des incohérences, il y a un manque de clarté. Et donc, peut-être éliminer les faux problèmes et nous aider à nous focaliser sur les vrais problèmes. Donc, peut-être, il y a ce travail de philosophie là qui peut nous permettre de faire le tri, disons. Et après, il y a tout le point, en fait, de l'éthique, hein, mentionné tout à l'heure. C'est là de s'interroger sur, bah, d'accord, mais qu'est-ce qu'on estime nécessaire à notre épanouissement, qu'est-ce qui, au contraire, va à son encontre, et quelle place pour les technologies, en fait, et pour l'IA dans ces considérations. Là, il y a des gens, en fait, qui réfléchissent vraiment de manière sérieuse à bah, comment faire, en fait, enfin, peut-être qui réfléchissent à la question de savoir si les technologies sont, comment dire, en fait, alignées sur nos valeurs, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont, est-ce que le développement de technologie est en accord, compatible avec nos valeurs humaines, ce qu'on estime étant une bonne vie. Et quand on se rend compte que non, par exemple, on se rend compte, on se dit, bon, bah, est-ce que, en fait, l'addiction à scroller, en fait, sur son téléphone pendant des heures, est-ce que ça, en fait, c'est quelque chose qu'on considère bien pour s'épanouir? Bon, bah, c'est pas évident. Et dans ce cas-là, bah, il y a des solutions à trouver. Peut-être le philosophe ou l'éthicien va essayer de distinguer. Bah, ok, ça, on trouve que c'est bien. Ça, en fait, peut-être que ça va tenir compte. Ça, peut-être que c'est un cas limite. Et après, il y a des personnes qui cherchent vraiment des solutions. Je pense aussi au travail. Il y a un groupe de recherche, le Center for Human Technology, là, qui là, en fait, promeut une tech plus éthique et qui serait pas fait pour flatter les investisseurs, mais au contraire pour améliorer vraiment la vie des utilisateurs. Donc là, ils proposent des idées en fait un peu concrètes, hein, de limitation à l'intérieur des apps, de meilleures de présentation différentes en fait de nos téléphones, etc. Pour limiter l'addiction, pour que nos vies soient peut-être améliorées par la technologie et pas simplement vécues dans une dépendance ou
Voilà, donc il y a beaucoup de chercheurs qui réfléchissent à ces sujets. Pareil, en fait, des chercheurs sur toute la question des biais racistes de technologie, hein, le concept de choses oppressibles. Hübner et Biao, là, et que ouais, les technologies naissent dans un système en fait parfois d'oppression vu en fait clairement, mais vont participer donc, de manière insidieuse à reproduire des systèmes oppressifs. Et donc là, toutes ces recherches sur qui sont des recherches peut-être d'éthique en fait, même de politique hein, plus générale, qui sont adoptées bien. Et donc là aussi en fait, il y a des philosophes ont des choses à dire et il y a des choses en fait très intéressantes qui se font sur ces sujets. Merci beaucoup, Héloïse, d'avoir répondu à mes questions. Et puis j'espère à bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.